Partons ce soir au cœur de l'opération Maliko pour suivre une des patrouilles mixtes dénommée Dougou-Bassegui. Nous allons vivre ensemble la vaste opération menée contre des groupes armés terroristes dans la journée du jeudi 12 janvier. C'était au flanc de la colline entre Ansongo, Tessit et Leleoy. Tamsir Diabaté et Mohamed Sidibé étaient au cœur de ces dispositifs de combat. Ils sont nos envoyés spéciaux. Rentrée diplomatique, première édition. La ville de Ségou abrite l'événement. Faire de la culture un outil d'influence au service de l'action extérieure du Mali est le thème choisi. Le corps diplomatique, les organisations et institutions accréditées au Mali ainsi que plusieurs personnalités prennent part à la session placée sous le parrainage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Samedi 20h, bonsoir à tous, merci de votre présence. Et je vous amène directement au cœur de l'opération Maliko dans la zone des 3 frontières. Nous suivons ce soir une des patrouilles mixtes dénommée Dougou-Bassegui. Elle a mené une vaste opération contre des groupes armés terroristes dans la journée du jeudi 12 janvier. C'était au flanc de la colline entre Ansongo, Tessit et Leleoy. C'était en présence de nos envoyés spéciaux, Tamsir Diabaté et Mohamed Sidibé, une exclusivité ORTM sur le théâtre des opérations au cœur du dispositif de combat. Suivons ensemble. Les forces de défense et de sécurité ont changé de stratégie face à l'insécurité grandissante dans la ville de Gao et ses alentours. C'est là à travers une patrouille mixte dénommée Dougou-Bassegui, ou maintenir la stabilité. Pour donc relever ces défis à Gao, cette patrouille de grande envergure regroupe un nombre important d'éléments de l'armée de l'air, de terre, de la garde nationale, de la gendarmerie, de la police et de la protection civile, désormais militarisée pour faire face aux défis sécuritaires. Présentez! Nous vous exhortons d'être respectueux et courtois envers la population, que la population sache et se sente sécurisée, que les forces de défense et de sécurité sont là pour eux et pour les sécuriser. De façon stratégique, toute la ville a été quadrillée par les patrouilleurs, surtout des endroits hautement sensibles selon les renseignements donnés, du centre-ville jusqu'au 7e et 8e quartier. Cette patrouille a permis de saisir des véhicules, soit pour défaut de plaques d'immatriculation, de documents, de propriété ou pour possession illégale d'armes de guerre. Depuis le début de cette patrouille de grande envergure à nos jours, la situation sécuritaire est rassurante. Les cas de braquage, c'est fort rare. Les cas de prise d'otages, c'est fort rare aussi. Et la nuit aura été longue pour la force spéciale Kodo, composée de 2 sections de combat d'infanterie, dirigée ce matin par le major Alassane Maïga, qui se prépare pour déclencher une offensive contre les groupes armés terroristes. Repos. Donc aujourd'hui, nous avons pour mission de renforcer le poste de sécurité de Tessit. Nous allons emprunter l'itinéraire Gao-Ansongo, Leleoy, Tessit. Selon les renseignements, il y a l'embuscade entre Leleoy et Tessit. Embarquez départ. Embarquez. Seulement à 2 heures de route au flanc d'une colline dans la zone de 3 frontières, la possibilité d'embuscade s'est avérée. Le suspect est reconnu et l'armée procède à l'offensive. On va reconnaître que vous entendez le coup de feu, vous répondez efficacement avec toutes les armes dont nous disposons.
riposte encore. Donc on progresse. Au moment où la troupe terrestre se bat contre les groupes armés et terroristes, les instructions sont données au centre de coordination des opérations aériennes du théâtre de Gao pour appuyer la troupe au feu. Connexion 15 minutes. Ok, le compte rendu est permanent à ce moment à l'évolution de la situation. Bien reçu. Pas de temps à perdre. Seulement 10 minutes après les instructions données, capitaine Sidibé fait embarquer les tireurs d'élite à bord des Mi-24. Ici, les consignes sont exécutées à la lettre. Et la complicité du commandant de la région aérienne 3 de Gao et ses hommes en termes d'appui aérien en dit long. Et 15 minutes de vol ont suffi pour appuyer la troupe qui mène le combat au sol. Et à l'issue de ce combat qui aura duré 6 heures, des terroristes ont été neutralisés, d'autres capturés et des armes saisies. Nous sommes confiants, on est vraiment parvenu à des objectifs majeurs. L'armée malienne aujourd'hui est apte à faire face à tout défi qui s'oppose à lui sur le théâtre des opérations. L'opération s'est passée dans l'ensemble tout à fait très bien. Voilà, on a reçu un ordre d'une reconnaissance offensive qu'on a effectuée dans la zone des 3 frontières, donc pour appuyer nos troupes qui évoluaient sur le terrain. Nous sommes sûrs et certains que nous allons assurer la souveraineté entière du pays. Nous avons le soutien de nos plus hautes autorités. Décidément, la donne a changé sur le théâtre des opérations par l'engagement des troupes, le renseignement fiable et l'équipement qu'il faut pour mener à bout la guerre qui se veut asymétrique, avec une stratégie de guerre réfléchie comme l'opération Maliko. Oui, de retour sur le théâtre des opérations. Oui, la protection des personnes et leurs biens se solde par la bonne coopération ou la bonne coordination des opérations. Comme vous le constatez, les forces armées maliennes sont aujourd'hui aptes à combattre seules et à combattre l'ennemi jusqu'au dernier retranchement. Aujourd'hui, la montée en puissance des forces armées maliennes est donc une réalité sur le théâtre des opérations. Oui, Tamsir Djabate, notre envoyé spécial. Restons au nord Mali pour faire, si on peut le dire ainsi, le bilan des opérations 2022 menées par nos FAMA dans la région de Tombouctou. La situation sécuritaire a été marquée l'année passée par des missions offensives, ici à travers la sécurisation des foires et convois civils et la destruction des sanctuaires des terroristes. Une posture offensive de nos forces de défense et de sécurité qui a permis le retour des services sociaux de base et la réouverture de plusieurs écoles, nous précise Idrissa Goulou Sissoko depuis Tombouctou. Le secteur 3 de l'opération Maliko couvre les régions de Tombouctou et de Taoudéni, soit 40% du territoire national. Aujourd'hui, c'est avec honneur et fierté que les forces de défense et de sécurité accomplissent leur mission régalienne de défense du territoire. Depuis 2022, on assiste à un maillage territorial pour traquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Des missions de sécurisation, des patrouilles de grande envergure, bref, des offensives qui ne donnent aucune chance aux ennemis de la paix. À titre d'exemple, en 2022, 29 terroristes ont été neutralisés, 124 interpellés et des sanctuaires détruits. Notons qu'en 2022, la situation sécuritaire dans la région de Tombouctou est globalement sous contrôle. Cette année a été marquée par des victoires éclatantes sur l'ennemi. Les efforts ont surtout porté sur le renforcement en capacité, les missions offensives, les missions de sécurisation qui ont été multipliées ont permis d'amener une certaine accalmie.
d'où le retour des milliers de réfugiés, la réouverture de plusieurs écoles et le redéploiement progressif de l'administration et des services sociaux de base presque dans toutes les localités. Cette montée en puissance des FAMA s'explique par l'engagement des autorités de la transition à pacifier l'ensemble du territoire, une dynamique qui sera maintenue. Dans la région de Tombouctou, le bilan de la situation sécuritaire au cours de l'année 2022 est bien positif. Ce bilan a été possible grâce au renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité par les plus hautes autorités au travers d'une augmentation des effectifs et l'acquisition d'équipements adaptés et suffisants au profit des forces. Cela a permis aux forces de mener plusieurs opérations offensives, de sécurisation des foires, d'escorte sur les grands axes routiers et des patrouilles dans les grandes agglomérations. Au bénéfice de ces opérations et avec l'accompagnement des populations, des activités socio-culturelles ont été sécurisées et plusieurs écoles réouvertes. C'est le lieu pour moi de remercier les autorités de la transition pour les efforts inlassables consentis au profit de la région sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Les résultats obtenus ont permis de rétablir la confiance entre l'armée et son peuple. Les populations de Tombouctou reconnaissent les efforts que déploie l'armée pour leur sécurisation. Nous pouvons vraiment dire que la situation sécuritaire de la région de Tombouctou est en train de progresser dans un sens positif. L'effort fourni par les autorités administratives, politiques et militaires a vraiment porté son fruit. Et au-delà de ça, les personnes de bonne volonté, mais invisibles aussi, qui sont là en train de poser leurs jalons pour que la situation puisse continuer à demeurer vraiment calme et sereine. Les stratégies de sécurisation qui sont mises en place fonctionnent très bien. Nous avons remarqué qu'en 2022, si ce n'est quelques poses d'engins explosifs par-ci, par-là, il n'a pas existé dans la région quand même, à ma connaissance, d'attaque frontale. Ce qui suggère que les stratégies fonctionnent très bien. Mon message à l'endroit des forces de défense, c'est qu'il faut comprendre que la sécurité aujourd'hui, ce n'est pas que les armes, c'est le développement, c'est le dialogue, c'est l'interaction des populations, c'est prendre conseil au niveau des populations, engager les populations à une stabilisation pour un développement. Le gouverneur de la région, pour sa part, rassure les populations et les invite à plus de collaboration pour la stabilisation du pays. En perspective, nous souhaitons une poursuite de la montée en puissance du dispositif régional de sécurité au travers, entre autres, la mise à disposition d'aéronefs de combat et la création et l'opérationnalisation d'une région militaire à Gourma-Raous, d'un poste de sécurité militaire à Diré et d'un escadron de gendarmerie à Tonka. Avec les actions civilo-militaires, l'on peut dire que les forces de défense et de sécurité ont gagné la confiance des populations de la région de Tombouctou. Les FAMA donc ont continué de fêter, festivité donc du 20 janvier. Le Premier ministre, chef du gouvernement, prend part à celle donnée par le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusil Mali. Il a organisé une journée de prière et d'hommage pour l'ensemble des victimes tombées sur le champ de bataille, particulièrement celle d'Aguelok. La cérémonie était couplée à une distribution de vivres aux veuves des militaires. Salifou Idrago, compte rendu. Moment solennel de prière et d'hommage à l'ensemble des victimes tombées sur le champ d'honneur et plus précisément celle d'Aguelok. Cette journée est également mise à profit pour le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusil Mali, pour une distribution de vivres aux 53 veuves militaires d'Aguelok. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la semaine dédiée à la commémoration des événements malheureux d'Aguelok. Donc l'objectif n'est autre que faire la bénédiction, faire la prière pour que le Mali Koura que nous avons tant aspiré, pour que ce Mali Koura dont le sang de ces victimes-là ont servi pour le soubassement de ce Mali Koura, que nous soyons tous ensemble. Parents, frères d'armes, amis, leaders politiques et religieux ont pris d'assaut le siège de Fusil Mali pour célébrer les héros et apporter leur soutien à l'armée malienne.
Que ce soit un souvenir, mauvais souvenir, mais qu'on continue à célébrer, comme ça a été dit. Occasion saisie par le docteur Shogel Kokala Maïga pour appeler à une union sacrée autour de l'armée. Donc j'ai demandé aux Maliens de faire bloc autour de leur armée. Parce qu'un peuple sans armée, ce n'est pas un peuple. Il faut nécessairement que notre peuple soit uni autour de son armée. C'est ça notre force. Il y a 1 an, 2 ans, il y a des parties du territoire où on ne peut pas aller. Ça, c'est terminé. Il n'y a plus un coin du territoire où l'armée malienne ne peut pas aller et frapper s'il faut l'ennemi pour recouvrir l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. L'armée a besoin du soutien des Maliens. J'ai appelé donc au soutien à l'armée et dire à ceux qui sont tombés à Aguelhok et ceux qui continuent de tomber, ceux qui continuent d'être blessés, que ce sont les héros du Mali. Que Fusil Mali a pris la très bonne initiative. Je pense que ça va continuer pour toujours pour célébrer. Le clou de cet événement a été la lecture du Saint-Coran et les bénédictions pour le repos de l'âme des disparus. Sur un tout autre plan, un mot du séjour togolais du président du Conseil national de transition. Le colonel Malick Diao a participé ce jeudi soir à un dîner offert par la présidente de l'Assemblée nationale du Togo. Les délégations étrangères venant d'une vingtaine de pays d'Afrique et d'ailleurs ont pu découvrir la riche culture togolaise à travers les chants et danses traditionnelles de toutes les régions du pays. Pour rappel, le président du CNT prenait part à la conférence parlementaire de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme en Afrique, précisément sur l'engagement des jeunes dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent en Afrique. Conférence qui s'est donc achevée ce vendredi dans la capitale togolaise. L'actualité, c'est la rentrée diplomatique première édition et c'est la ville de Ségou qui abrite l'événement. Placé sous le thème « Faire de la culture un outil d'influence au service de l'action extérieure du Mali », la session est placée sous le parrainage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le corps diplomatique, les organisations et institutions accréditées au Mali, ainsi que plusieurs personnalités ont fait le déplacement sur Ségou. Condé Silla est notre correspondant sur place. Le temps de cette rentrée diplomatique 2023 a été donné. Une rentrée diplomatique délocalisée à Ségou avec un thème non moins évocateur, faire de la culture un outil d'influence au service de l'action extérieure du Mali. Cet événement majeur, placé sous le parrainage du président de la transition, a été une occasion pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de situer le contexte à travers le message du colonel Assimi Goïta aux diplomates, représentants des organisations et institutions accréditées au Mali et plusieurs personnalités venues pour l'occasion. Le Mali apprécie à sa juste valeur l'engagement à ses côtés de partenaires qui adhèrent aux principes clés qui déterminent l'action publique de notre pays. L'industrie culturelle et artistique constitue en effet un levier important du développement de notre pays, le Mali. À cet égard, je me réjouis d'avance de lire les conclusions pertinentes qui sanctionneront vos travaux. C'est véritablement un grand honneur et un immense plaisir pour la ville de Ségou d'accueillir cet événement inédit de haute portée diplomatique et culturelle de notre pays, le Mali, à l'heure de la refondation et de l'affirmation de sa souveraineté retrouvée. Le cadre non moins symbolique, le Centre culturel Corée, justifie à suffisance toute la pertinence de cette initiative, quand on sait que le Corée a toujours joué un rôle prépondérant en milieu Bambara dans la socialisation de l'homme. En organisant cette rentrée diplomatique, sous le prisme de la diplomatie culturelle, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ne sacrifie pas à une mode. Il démontre, encore une fois, que notre diplomatie est une diplomatie de combat fondée sur nos valeurs culturelles et identitaires vraies. Nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation où les défis évoluent progressivement avec des conflits asymétriques qui s'intensifient davantage. Nos États n'ont d'autre choix que de revisiter les priorités et les fondements de nos politiques extérieures pour les adapter non seulement aux nouvelles contraintes mondiales, mais également et surtout
aux aspirations de nos populations. Cette rentrée diplomatique se veut donc une introspection. Introspection pour ce que fut le Mali et ce que sera le Mali. Le Mali est ce pays qui a été et reste toujours ouvert au monde. Un pays qui s'enrichit du brassage culturel, mais aussi de sa diversité. Du reste, cette tradition et civilisation relèvent d'un patrimoine que le Mali partage avec des pays frères et amis africains. Cette communauté historique de destin nous conforte donc dans notre approche panafricaniste, notamment pour ce qui concerne l'engagement du Mali à participer à tous les mécanismes continentaux dans lesquels le leadership africain est affirmé et assumé et qui soutiennent des solutions véritablement africaines impulsées par les Africains pour le bénéfice des populations africaines. Nous nous reconnaissons également dans les processus africains qui œuvrent à la promotion des valeurs, des traditions et de l'identité africaine. Des panélistes de haut niveau, des projections et autres visites vont permettre aux hôtes du jour de dégager les paramètres et autres axes qui vont renforcer davantage les principes majeurs qui sont au cœur de l'action publique, édictés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Je vous invite à présent à écouter quelques réactions de diplomates et autres responsables prenant part à cette rentrée à Ségou. Certains trouvent que le Mali est une puissance culturelle qui inspire plus d'un. D'autres insistent sur le renforcement des voies et moyens, mettant la lumière sur la riche et diverse culture malienne à travers nos lieux touristiques, nos valeurs de paix et de dignité et nos ambassadeurs de la musique. On les écoute au micro de Ramata Konaté et Karamoko Traoré. Je trouve que le thème choisi pour le ministère des Affaires étrangères est de réaliser ici à Ségou la rentrée diplomatique. C'est un thème excellent parce que je pense aussi qu'à travers de la culture, tout le peuple, chaque peuple, particulièrement le peuple malien, peut se réunir d'une façon, d'une façon forte pour donner le combat nécessaire pour l'unification du pays, pour donner le combat dans le sens de trouver la solution la meilleure pour le développement du Mali. Tout le monde a mis l'accent sur le fait qu'il faut que nous nous appuyions sur notre culture pour pouvoir développer, pour pouvoir prendre en compte la première partie des trois principes de notre démocratie, à savoir notre souveraineté au niveau du Mali. Donc il faut que nous nous basions sur notre culture pour pouvoir développer, être une vitrine pour ceux qui sont au niveau des représentations internationales. Je pense que la diplomatie, c'est rapprocher les pays et rapprocher surtout les peuples. Alors du cœur au cœur, c'est la culture qui lie. Alors c'est pour ça que cette toute première rentrée diplomatique se trouve dans la ville de Ségou. Donc c'est la première fois que je viens dans cette ville historique et culturelle. C'est pour ça que je pense que l'endroit a été bien choisi, le thème a été bien choisi. Alors je souhaite une grande réussite à cette rencontre diplomatique. Ils ont marqué, je dirais, le monde de la diplomatie parce que c'est non seulement un geste fort par rapport au potentiel malien sur la valorisation de sa culture, mais aussi le Mali démontre par cet événement que le Mali est une puissance culturelle. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Les interventions qui ont eu lieu et qui vont être confortées tout de suite par les différents panels nous ont donné à entendre la nécessité vraiment de lier la diplomatie à la culture. Parce que chaque peuple a sa culture et sa diplomatie doit s'inspirer de sa culture pour faire le trait d'union avec les autres cultures, parce que toutes les cultures sont compatibles. Il faut d'abord remercier le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour cette nouvelle impulsion et cette innovation et pour la première édition de la rentrée diplomatique. C'est une très belle initiative. On parle de changement de paradigme, c'est indispensable. Parce qu'en fait, jusqu'ici, nous sommes appréciés en fonction de paradigmes venant d'autres cultures.
n'est pas de la nôtre. Donc il est fondamental qu'on change cette façon de voir et de percevoir nous-mêmes sous le prisme de la culture des autres. Donc une diplomatie fondée sur la culture, pour le Mali, c'est tout bénéfice. Et rapidement en image, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a offert un cocktail de bienvenue aux personnalités diplomatiques venues pour la rentrée diplomatique à Ségou. Au cours du dîner, le ministre Diop s'est réjoui de la présence des diplomates pour la session. Aussi, il a noté toute l'envergure de la richesse culturelle de notre pays, gage d'un lien de partenariat entre le Mali et ses partenaires. Un cocktail donc offert par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à ses invités. Voyons comment nous sommes perçus à l'extérieur. Ibrahim Traoré nous indique que la voix du Mali est très audible sur la scène internationale, fruit d'une politique extérieure active et efficace. En 2022, le chef de la diplomatie malienne, porteur de messages du chef de l'État, n'a quasiment manqué aucun rendez-vous international pour afficher la position du Mali. En plus, l'on note quelques déplacements stratégiques du Premier ministre et une diplomatie parlementaire conduite par le président du CNT pour défendre les intérêts du Mali. Regard rétrospectif sur la politique extérieure malienne, c'est avec Ibrahima Traoré. 2022, une année de bataille diplomatique pour le Mali. Le pays, victime durant 7 mois de sanctions jugées illégales, illégitimes et inhumaines, a dû revoir sa politique extérieure. Face à la situation, la diplomatie malienne n'a pas connu de répit. Pour porter la voix du pays dans le monde, elle s'appuie sur les 3 principes édictés par le chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. En porteur de message du président de la transition, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est constamment allé à la rencontre des dirigeants africains et partenaires internationaux du Mali. Objectif, poursuivre l'effort d'explication de la situation réelle du pays, d'apaisement et de détente dans les relations diplomatiques. Ce message est porté également auprès de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'Union européenne ou encore des Nations unies. Le Mali a été autant que possible de tous les rendez-vous inscrits à l'agenda international pour faire connaître ses positions sur toutes les questions intéressant la vie sociopolitique à l'intérieur du pays et ses rapports avec les partenaires extérieurs. L'on retient aisément une présence à l'exposition universelle Dubaï 2022, au Forum de Doha au Qatar, à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, à la Journée mondiale de l'OMC sur le coton et à la conférence sur le climat, la COP27. À tout cela s'ajoute une diplomatie parlementaire avec notamment la présence du Mali à l'ouverture de la session inaugurale du CNT de Guinée, à la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire à Kigali et tout récemment à Lomé, à la conférence parlementaire de haut niveau sur l'engagement des jeunes dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent en Afrique. En somme, de la levée de l'embargo injuste contre le Mali à la libération des soldats ivoiriens illégalement arrivés à Bamako, la diplomatie malienne a été un véritable porte-voix audible pour affirmer la souveraineté retrouvée du pays et de sa présence active sur la scène internationale. Sur un tout autre plan, 31e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, Bemba Sibi, reportage. Le budget prévisionnel 2023 de l'Agence nationale des investissements des collectivités territoriales, ANICT, est fixé à 38 milliards de francs CFA. L'information a été donnée au cours de la 31e session du Conseil d'administration de l'Agence, session au cours de laquelle les administrateurs vont examiner le rapport d'activité de l'exercice budgétaire 2022 et faire des projections pour 2023. Déjà, malgré le Covid-19 et les effets de l'embargo, l'Agence, qui est le bras financier de la décentralisation, a pu financer de nombreux projets de développement partout au Mali. En 2022, les collectivités territoriales ont mobilisé les ressources du FNACT d'un montant de 27 milliards 564 361 731 francs CFA au profit des populations dans toutes les régions du Mali
pour la réalisation de 1835 projets d'investissement principalement dans les secteurs de l'eau, de la santé, de l'éducation, de l'environnement et de l'agriculture. Aussi, l'ANICT a contribué à la réhabilitation de la voirie du district de Bamako dans le cadre de la gestion des déchets pour un montant de 778 millions de francs CFA. Ces investissements ont certainement contribué à soulager nos populations. Soulager les populations à travers l'octroi de financement aux collectivités est l'objectif principal de l'ANICT. est prévu en tout cas l'accompagnement de la réhabilitation de la voirie de Bamako. L'année passée, l'ANICT a eu à équiper la voirie à hauteur de 778 millions de francs CFA. Cette année, l'effort là va continuer jusqu'au tour de 500 millions de francs CFA. En octroyant 2 balayeuses, il y aura l'acquisition de 15 caissons. Parce que déjà l'ANICT a contribué pour la mise en place du nouveau dépôt de transit en commune 2. Donc il faudra équiper ce dépôt de transit. L'ANICT ambitionne pour l'année 2023 une augmentation des budgets dédiés au suivi des projets pour garantir l'effectivité et l'efficience des investissements du FNACT. Une multiplication des sensibilisations pour améliorer davantage la mobilisation des ressources du FNACT. La construction et l'équipement des directions régionales après 20 ans de location pour certaines directions. Des initiatives qui traduisent la volonté affichée du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à travers l'ANICT à accompagner les retours de l'administration et à offrir les services sociaux de base à la population. Deuxième comité de pilotage du cadre stratégique de la refondation de l'État. Plus de détails avec Mamadou Fane. Ce deuxième comité de pilotage vise à passer en revue le rapport de démarrage du cadre stratégique de la refondation. Il s'agit pour les membres du comité de pilotage de parfaire les données avant de les soumettre à la prochaine réunion du conseil d'orientation du cadre stratégique. Il s'agit pour nous d'aller de façon méthodique, concrète, sur justement la confirmation de l'état de mise en œuvre des actions identifiés au titre du plan d'action prioritaire du gouvernement de transition, du plan d'action prioritaire complémentaire, mais aussi du reste des actions qui ressortissent du plan d'action de la refondation de l'État. Dans ce cadre stratégique de la refondation, il ressort à la suite de la présentation du commissaire au développement institutionnel que toutes les actions prévues ont connu un début d'exécution. Le plan d'action de la refondation prévoit 517 actions, dont 55 sont prioritaires et 150 actions complémentaires. Le rapport prévoit la nécessité de rendre opérationnels les comités techniques de coordination pour plus d'efficacité. Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko, préside la 13e session du conseil d'administration du Conseil malien des chargeurs. Nouhoun Sissoko, reportage. Cette 13e session ordinaire de l'Assemblée consulaire du CMC, Conseil malien des chargeurs, a planché sur les activités menées en 2022 et l'état d'exécution du budget au titre du même exercice, ainsi que le programme et le budget de 2023. Plusieurs activités ont été réalisées sur l'initiative du Conseil malien des chargeurs en vue de sensibiliser les chargeurs pour une meilleure résilience de la crise. Il s'agit, entre autres, l'exploitation des possibilités d'approvisionnement du pays à partir des ports de Nouakchott et de Conakry, suite aux sanctions imposées au Mali par la CEDEAO. La mission de supervision de l'évacuation du coton malien vers le port autonome de Nouakchott, la participation aux réunions statutaires de l'Union des conseils des chargeurs africains, ICCA, le lancement des premiers convois de tests d'évacuation de la fibre de coton sur le corridor Bamako-Nouakchott, Bamako-Conakry, la participation au forum des acteurs portiers et du secteur privé national organisé par la communauté des acteurs portiers du Sénégal, CAP Sénégal. Le ministre des Transports et des Infrastructures a salué les efforts des chargeurs pour l'approvisionnement correct du pays en produits, surtout dans une conjoncture économique défavorable. Le gouvernement du Mali salue votre engagement hautement patriotique qui participe de l'exercice de la souveraineté retrouvée. Il compte encore sur votre concours actif et l'apaisement du climat social au retour de la paix
et au développement économique et social de notre pays. Et le ministre de rappeler que le CMC est un établissement public à caractère professionnel. Ses ressources budgétaires constituent des deniers publics. Vous l'avez sûrement constaté, depuis minuit, une légère baisse du prix du carburant à la pompe. L'information a été donnée lors de la réunion du mécanisme de taxation des prix des hydrocarbures. Qu'est-ce qui explique cette légère baisse et de combien? Écoutons le président directeur général par intérim de l'Office malien des produits pétroliers, Modibo Gouroudial, est au micro de Mamadou Fani. Notre réunion au titre du mois de janvier s'est tenue ce matin pour analyser les différents paramètres du sous-secteur des produits pétroliers. C'est ainsi qu'on a enregistré sur le plan international des baisses et donc à la faveur de ces baisses de prix fournisseurs, nous avons pu répercuter ces baisses sur les prix à la pompe. C'est ainsi que pour compter du vendredi 20 janvier 2023 à 0 heure, le prix du supercarburant va baisser de 15 francs par litre. Donc, il passera de 881 francs à 866 francs par litre. Et celui du gasoil passera, avec une baisse de 15 francs, passera de 879 à 864 francs CFA. D'une manière générale, on peut dire que c'est dû un peu à l'abondance de l'offre par rapport à la demande. C'est un des engagements vraiment fondamentaux de nos autorités à faire bénéficier les baisses enregistrées sur le plan international sur les prix à la pompe, donc pour vraiment préserver le pouvoir d'achat du consommateur. Le gaz a légèrement baissé parce qu'aujourd'hui le kilo de gaz non subventionné est de 1056 francs le kilo. 1056 francs. Voilà, qui ça continue de baisser. Direction Abidjan, où s'est tenu le colloque international du marché financier régional de l'UEMOA. C'était autour de la thématique centrale, le marché financier régional de l'UEMOA. 25 ans après, la rencontre a regroupé les experts de la finance d'Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, nos envoyés spéciaux à Abidjan sont Soumaïla Berté et Aloubé Kone. La conférence du marché financier régional d'Abidjan est l'occasion pour les experts de la finance de la sous-région ouest-africaine de faire une rétrospection des 25 ans de la création de l'autorité de régulation et de scruter l'avenir. Des résultats remarquables, certes, ont été réalisés, mais tous les objectifs n'ont pas été atteints. Si des avancées significatives ont été enregistrées, des défis restent à relever pour concrétiser la vision des pères fondateurs de notre marché, celle de faire du marché financier régional un levier incontournable pour le financement à long terme des économies de notre région. Au départ, il y avait une insuffisance de culture boursière, surtout dans l'interland. Et seule la Côte d'Ivoire avait un marché. Mais actuellement, il y a quand même une activité boursière au niveau de tous les pays. Au Mali, par exemple, on avait recours à l'avance statutaire pour financer les premières dépenses de l'année. Et c'était 20% des recettes fiscales. Ça ne dépassait même pas 24 milliards pour un pays comme le Mali. Mais actuellement, alors c'est des centaines de milliards que les pays peuvent recouvrer au niveau du marché financier pour alors les investissements. Ce colloque international du marché financier régional consacre la nouvelle dénomination de l'organe de régulation. Si cette réforme ne donne pas de nouvelles prérogatives à cet instrument, cependant, elle le renvoie à ses missions fondamentales. C'est du moins une instruction forte des autorités de 8 pays de l'UEMOA. Ce changement de dénomination qui sied davantage aux attributions de l'organe, sans en modifier ses missions, s'inscrit dans le cadre des réformes engagées depuis une dizaine d'années pour la transformation structurelle du marché financier régional de l'UEMOA. Il se justifie non seulement par des confusions relevées avec d'autres entités territoriales décentralisées, mais est surtout le résultat des recommandations formulées par nos chefs d'État et de gouvernement
lors de leur session extraordinaire du 10 avril 2017. Au cours de cette journée d'échange et de réflexion, les personnalités des renom de la finance sous-régionale planchent sur 4 thématiques dans 3 panels. Des sujets tels que la résilience des économies de la zone IMOA face aux crises successives et leurs impacts sur les marchés financiers régionaux. La rencontre sera sanctionnée par des recommandations devant contribuer à faire du marché financier régional un pôle attractif pour le financement du reste des économies de l'Union. Ici au Mali, le ministre chargé des déplacés rend visite aux familles endeuillées de l'attaque de groupes terroristes de Djalassagou. Idrissa Keïta, correspondance. Plus d'une centaine de représentants venus de toutes les communes de Bankas ont répondu présents à cet appel. D'abord pour la célébration de la journée du 14 janvier dédiée à la souveraineté retrouvée entre le ministre délégué en charge des déplacés et les forces vives. Il a aussi été question des préoccupations liées à la sécurité. La population de Bankas mérite cette visite. Raison pour laquelle le président de la transition, il a instruit à ce que nous mettons au centre de gravité l'ensemble des préoccupations de nos peuples. Des échanges francs et directs que les participants ont trouvés édifiants ont été tenus. Par ailleurs, ils ont évoqué certains problèmes qui entravent leur développement. L'insécurité et la situation alimentaire. Nous avons demandé le retour des services sociaux de base, la santé, l'éducation, les eaux sociales et le retour aussi de l'administration dans ces communes. Parce que tant que l'administration ne se rend pas, même si la population retourne, donc il y a toujours des psychoses. Le ministre a aussi partagé avec les participants la vision du président de la transition avant d'inviter la population à plus de collaboration avec les FAMA. J'invite l'ensemble de la population de la région de Badjangara à se donner la main pour qu'ensemble nous réécrivons une autre page de l'histoire de notre pays. Le ministre Oumarou Diarra et sa délégation avaient auparavant visité le site des déplacés à Oroboye, le camp de la garde nationale et rendu une visite de courtoisie aux notabilités. Au centre des échanges, le retour des déplacés et de la paix durable à Bankassa. Célébration du 20 janvier à Nara, je vous propose un extrait du discours du gouverneur de la région de Nara, le colonel-major Amara Doumbia. En cette période de crise sans précédent que connaît notre Mali, et particulièrement la région de Nara, avec des attaques armées terroristes, des braquages à main armée, des vols de bétail, des menaces contre les enseignants, contre les administrateurs et les élus, et j'en passe. Alors comment ne pas saluer l'engagement et l'esprit de sacrifice dont ont fait montre nos voyants soldats dans leur lutte contre le terrorisme ces dernières années, parfois au prix de leur sang pour le bien-être tout court des populations maliennes. Cette vaillance des femmes a permis au Mali de retrouver ses lettres de noblesse. Par ma voix, la région de Nara tout entière vous dit merci et les plus hautes autorités du pays n'en demeurent pas moins. Officiers, sous-officiers et militaires du rang de la place d'armes de Nara, tout en vous rassurant de l'accompagnement et le soutien de toute l'administration régionale et des populations de Nara, je vous invite à plus d'abnégation, de cohésion et de professionnalisme pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui est de sécuriser et de stabiliser notre région. Et toujours dans la mouvance du 20 janvier, la Fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la transition, la Forçat civile, a organisé un dîner de bienfaisance. Suleiman Sidibé était sur place. La Forçat civile, dans sa mission de soutien aux actions de la transition, a initié cette soirée dînatoire dans le cadre du 62e anniversaire de l'armée malienne. Une soirée qui a regroupé des personnalités politiques, civiles et diplomatiques qui accompagnent la Forçat civile. Elle vise à collecter des fonds pour venir en aide aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur. Ce soir, nous avons voulu une cérémonie très sobre avec à peu près juste 200 personnes dans la salle, mais les 200 personnes ont acheté des tickets pour pouvoir faire des dons. Donc c'était en quelque sorte pour récolter des fonds, faire des dons aux veuves et orphelins militaires. Ce serait dans la zone de Tombouctou et Mopti très bientôt.
la Forçat civile avait à ses côtés l'Alliance pour la refondation du Mali qui se bat pour la même cause. Alors nous sommes là aujourd'hui pour répondre à l'appel d'un grand partenaire de l'Alliance pour la refondation du Mali. Parce que comme vous le savez, dans le Mali Koura, tout doit être refondé. D'abord le Malien lui-même, il doit être refondé. Les institutions, les organisations. Alors quand on parle des institutions, d'organisations, on parle aussi des partis politiques. On parle des sociétés civiles. Donc tout doit être réformé. Donc c'est dans ce cadre de cette refondation globale et générale du Mali qui est nécessaire que l'Alliance pour la refondation du Mali et la Forçat civile ont vu le jour pour répondre à la volonté régulièrement manifestée de la majorité des Maliens de bâtir un Mali Koura. La soirée a pris fin sur une série de reconnaissances à l'endroit de certaines personnalités, des services et mouvements partenaires de la Forçat civile. Ce qui nous amène à faire le point Covid de ce 21 janvier 2023. Un cas positif, un guéri, 0 décès. 2 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Koji Sibi est dans la place. Bonsoir Koji. Bonsoir Niania, bonsoir à tous. Comment vous allez? Très bien. Alors, bonne fête de 20 janvier, on le fêtait hier, ça continue toujours. Et bonne fête à tout le monde, et à nos voyantes armées surtout. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le sport aussi a fêté le 20 janvier, mais nous allons commencer par là. Ça a été fêté un petit peu partout. N'est-ce pas? Rencontres au gala, voilà, à l'intention de nos forces armées de sécurité. Tout le monde est avec l'armée. Tout le monde. Alors, l'actualité sportive, c'est bien sûr le championnat d'Afrique des Nations, CHAN, qui se déroule en Algérie. L'équipe du Mali a reçu aujourd'hui la visite de l'ambassadeur du Mali en Algérie avant sa rencontre mardi contre la Mauritanie. Koji. Oui, l'ambassadeur, donc, comme vous le savez, est allé encourager l'équipe nationale du CHAN pour qu'elle se batte avec les honneurs et faire surtout honneur au drapeau national avant cette rencontre cruciale mardi face à la Mauritanie. Je ne vous en dis pas davantage. Suivons plutôt le reportage de nos envoyés spéciaux Isaac Tienou à Bokone. Représentant du Mali en Algérie, l'ambassadeur de notre pays et résident à Alger est venu rendre visite à la délégation malienne. Mamana Madou Maïga est venu apporter le message de soutien des plus hautes autorités du pays. Tout le monde est mobilisé derrière vous. Vous êtes à des milliers de kilomètres. Mais quand il y a les marches du Mali, de la capitale jusqu'au plus petit hameau du Mali, tout le monde est attentif. C'est dire que vous portez une grande responsabilité. À travers vous, c'est tout le Mali qu'on voit. Et je sais que vous avez les capacités nécessaires pour lever les défis. Le match capital, c'est le match du 24 qui est proche. Donc nos prières, les prières de toute la nation sont derrière vous. Cette rencontre avec l'équipe nationale a été une occasion pour le président de la Fédération malienne de football de renouveler toute sa reconnaissance aux autorités du pays pour les efforts consentis pour le football en général et à l'équipe nationale CHAN en particulier. Nous remercions les supporters maliens, j'allais dire nos frères maliens qui résident ici, qui sont à nos côtés de jour et de nuit pour essayer de donner un second souffle à l'équipe. En votre présence également, nous le remercions très sincèrement. Le message semble bien reçu, à encore l'encadrement technique. On est conscient de l'enjeu et je pense que les joueurs aussi, je pense ils sont préparés à ça. Nous représentons notre pays et le Mali est au-dessus de tout. Donc tout ce qu'on doit faire pour se qualifier, on le fera. Les regards sont donc tournés vers la rencontre de mardi contre la Mauritanie. Il faut rendre hommage à un chapeau particulier à la colonie malienne en Algérie. Pas seulement en Algérie, partout où le Mali est, ce sont les Maliens de l'extérieur qui sortent pour apporter leur soutien à l'équipe nationale, quelle que soit la discipline. Vraiment, il faut reconnaître cela et il faut leur dire tout simplement bravo et bonne continuation. Alors, pour revenir justement à cette rencontre de mardi, oui. Voilà, Mali-Mauritanie, le vainqueur aura le ticket des quarts de finale. Donc, un seul mot d'ordre, gagner, gagner et gagner.
La victoire, pour nous, à nous la victoire. Alors, on va continuer, Kodi, on enchaîne avec le golf. Le trophée remporté par la Malienne Fatoumata Vallée à l'Open de Tanzanie a été présenté jeudi au Comité national olympique et sportif du Mali, comme quoi on n'a plus rien à envier à Tiger Woods. Oui, tout à fait. En tout cas, Fatoumata Vallée a été la meilleure, c'est-à-dire la première en score brut à l'Open Golf de Tanzanie, et son trophée a été présenté au président du Comité national olympique et sportif du Mali. On fait le point avec Abdul Karim Kaba. En septembre dernier, Sanglier Nyagalé Mariam Diané, la présidente de la Fédération malienne de golf, et Valé Fatoumata Sy ont représenté le Mali au tournoi international de Tanzanie. Lors de ces compétitions, Valé Fatoumata Sy a été la meilleure. Elle est la première à avoir un meilleur résultat en score brut à l'Open de golf de Tanzanie. Ce trophée a été présenté au Comité national olympique et sportif du Mali. Aujourd'hui, on est venu présenter ce trophée au Comité olympique et que le monde sportif voit ce que la fédération a fait pour arriver où on est avec la brillante participation de Mme Valé Fatoussi, qui est vraiment un grand honneur pour le sport malien d'abord, pour la Fédération malienne de golf et également une joie pour la championne. À travers ces trophées internationaux de golf, c'est le Mali qui est honoré. Lors de cette présentation de trophée, la présidente de la Fédération malienne de golf n'a pas manqué d'évoquer la formation de jeunes golfeurs maliens. Et que nos jeunes soient accompagnés, et ça, j'ai confiance au comité olympique pour leur formation et au département des sports, si vraiment ils peuvent vraiment plus bouger pour les soutenir avec le site que le département des sports vient de nous octroyer. Tout en félicitant la Fédération malienne de golf pour ce résultat, le président du Comité national olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko, a réaffirmé son soutien aux golfeurs maliens. Il a aussi annoncé la bonne nouvelle en disant que le golf est en bonne voie pour être une discipline olympique. Alors, ce sera une belle récompense en tout cas si le golf devient une discipline olympique. Bravo et félicitations à Nyagalé et toute son équipe, la jeune fédération qui est en train déjà de faire des résultats. Et comme on le dit, petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu le prête vie. Tout à fait. Je vais aller m'inscrire, Koji. Là, je viens de vous le dire. On termine avec les nouvelles de l'Assemblée élective de la Fédération malienne de jeux de dames. Koji. Oui, Ladji Sara a été élu à l'issue de cette Assemblée élective. Il va diriger donc un bureau de 23 membres pendant les 4 prochaines années. Voilà, et c'est un consensus d'ailleurs qui a permis de mettre en place cette nouvelle équipe dirigeante. Le nouveau président a d'ailleurs félicité et rendu hommage à son prédécesseur qui est désormais président d'honneur. Et voilà, vous apercevez justement les images de cette assemblée générale élective voilà, qui s'est déroulée dans de très très bonnes conditions, sans aucun incident. Voilà, et voilà, qui donne droit donc à une assemblée, voilà. Et on va dire donc bravo, et on signale qu'une minute de silence a été observée en la mémoire de fait Amidou Traoré, ancien président de la Ligue de jeux de dames de Bamako, qui a décédé au cours de son mandat. Et là aussi c'est un exemple concret et à encourager, c'est-à-dire les élections au niveau de nos associations où il n'y a aucun problème. Donc on a passé le relais au nouveau président qui a félicité l'ancien, c'est comme ça que cela se doit. Le sport, c'est fair play. Exactement. Normalement, ça doit se faire comme ça. C'est tout, Koji? C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Restez avec moi. Nous avons appris cet après-midi le décès de l'ancien ministre Nyaman Tao Diarra à l'âge de 83 ans. Ses obsèques auront lieu demain, dimanche 22 janvier 2023, chez lui à Kati. Les obsèques de notre collègue Cheikh Amadou Tidiane Koité ont eu lieu cet après-midi à Wolofobou Boulibana dans sa famille. Suleiman Sidibé, reportage. La maladie a finalement eu raison de Cheikh Amadou Tidiane Koité ce jeudi 19 janvier 2023. Agent à la section énergie-froid, il intégra le RTM en 1998. Après 25 ans de travail, l'homme quitte ce monde éphémère
à l'âge de 57 ans, laissant des collègues qui gardent de lui un bon souvenir. Effectivement, Cheikh Kouyaté était quelqu'un du bien. Franchement dit, il courtoyait tout le monde. Moi particulièrement, il me faisait des plaisanteries de Sénagouya même. Bon, sur le plan professionnel, c'était quelqu'un qui n'a jamais fait à ses devoirs, jusqu'à ses invalidités à cause de la maladie. Vraiment, au nom de l'OTM, on demande le repos éternel de Cheikh et que la terre soit légère. Cheikh, il a travaillé avec moi pendant des années. C'était quelqu'un qui était travailleur. Quand tu le mets à une tâche, il le faisait jusqu'au bout. Vraiment, c'est quelqu'un qui était vraiment jovial aussi. Je ne voyais pas Cheikh se bagarrer avec quelqu'un dans la cour. Il était toujours jovial. La famille Kouyaté retient de lui un homme jovial et surtout un rassembleur. Cheikh, au nom de la famille, Cheikh a été un homme qui aimait ses parents. Et puis voilà, il était tout le temps présent dans tout ce qui se passait. Dans la grande famille, il a toujours rapproché ses frères. On prie pour lui, que Dieu l'accepte dans son paradis. Cheikh Amadou Tidiane repose désormais au cimetière d'Amdalaï. Il laisse derrière lui une veuve, des enfants, des parents et collègues inconsolables. Les obsèques ont plutôt lieu hier après-midi à Wolofogwa Boulibana dans sa famille. Que Dieu veille sur l'âme de tous nos chers défunts. Amen. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Demain dimanche, 13h, Awama Kamara, je serai là pour la grande édition de 20h. Je l'espère. Un grand merci à nos téléspectateurs de Fourou. Bonsoir à tous.